en ligue, en possession, en bannière, en slip, en veston. Il est temps que je le confesse. À pied, à cheval et en voiture, avec des gros, des petits, des durs. Je suis de ceux qui manifestent, avec leur gueule de travers, la fin de mois qui sonne clair. Les uns me trouvent tous les vices, avec leur calamité, la fin de mois qui sonne creux. D'autres trouvent que c'est justice. Je suis de ceux que l'on fait taire, au fond des libertés dans l'air. Une sorte d'amoraliste, le fossoyeur de nos affaires, le déroulette de l'arrière, le flux complet des défaitistes, l'empêcheur de tuer en rond, perdant avec satisfaction. 20 ans de guerre colonialiste, la petite voix qui dit non dès qu'on lui pose une question, quand elle donne un parachutiste. Et voilà tout le monde, tous ensemble, tous ensemble. Alors on va dire, en groupe, en ligue, en procession, depuis 200 générations. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Philippe. Bonjour, bonjour Thierry. Bienvenue pour notre numéro 11 au sommaire. Oui, numéro 11, avec au sommaire un tout image en musique avec HK dans la manif du 21 janvier à Marseille. Puis bref de lutte, où nous parlerons des Carambars, de Lidl, des cheminots de Cap-de-Nague et de la grève du 4 février. Dans l'actualité cette semaine, retour sur le rôle des laboratoires avec deux paroles très fortes de parlementaires. Le premier est un député européen du Parti travailleur, belge. Le second est un sénateur communiste. Écoutez-les, ils ont des choses très intéressantes à dire. Nous parlerons aussi dans ce journal du mal-être des étudiants avec Innocent, co-créateur de Génération Covid. Aujourd'hui, les gaziers et électriciens sont de nouveau dans la grève, pour nous autant que pour eux. Nous donnons la parole à Renaud Henry de la CGT Énergie 13. Et puis nous finirons sur notre page culture. C'est dramatique, mais pour combat, t'inquiète, on est paré. Vas-y, je suis pas Saint-Jean ou Saint-Nicolas, je veux juste faire mon métier. Si j'ai la rage dans ta tête de comptable, Pasteur sera là pour m'aider. Vas-y. Ce qui se passe actuellement avec le projet Hercule a permis de retrouver une certaine cohésion au niveau du syndicat. C'est-à-dire que nous avions, par secteur d'activité, que ce soit la distribution, le gaz, l'hydraulique, le transport, bien, on s'était un peu éclaté selon le schéma que nous avaient imposé les directions, et chacun menait les batailles de son côté. Le projet Hercule, là, qui a une dimension globale de casse de l'entreprise, de l'énergie, de l'électricité, d'EDF, casse totale d'EDF, et ce projet nous amène aussi à reconsidérer les choses et syndicalement à nous rassembler à nouveau comme on l'était avant au monde d'EDF et de GDF. Ne pas perdre la tête avec un budget si serré. L'école attaquée, les salaires bloqués, le service public en danger. Nous qui les montants de l'égalité, il est le garant. Nous le défendrons dans l'unité, nous gagnerons. Austérité, capitalisme, plus de moyens, c'est bien triste. C'est la mort du service public, pour nous tous c'est catastrophique. Comment ne pas perdre la tête avec un budget si serré?
l'école attaquée, salaire bloqué, le service public en danger. Nous qui l'aimons tant, de l'égalité il est le garant. Nous le défendrons, dans l'unité nous gagnerons. La divergence qu'on a avec la CFDT, que les choses soient claires, quand on dit c'est une guerre entre syndicats et tout, c'est pas vrai. La question elle est pas là. Entre Jérôme et nous, il n'y a pas de guerre. C'est juste une question fondamentale de comment on pense la grève. D'accord? Nous, on s'est engagé auprès de l'AG, Assemblée Générale des Grévistes, de se soumettre à toute décision de l'Assemblée Générale. Que c'est pas la CGT qui décide toute seule de l'impact de sa signature avec son petit silo. Parce que pour nous, c'est pas la CGT qui fait grève là. C'est les grévistes, syndiqués, non syndiqués, qui perdent du salaire depuis le 4 janvier. Donc c'est eux qui décident. Et la CFDT ne s'est jamais mise dans le comité de grève. Elle a toujours dit qu'elle se plierait pas aux décisions de l'AG, qu'elle allait consulter ses adhérents, et c'est la différence principale entre nous et eux. Parce que je peux vous dire qu'il y a des travailleurs qui sont cartés CFDT, ils sont déter comme nous, ils sont avec nous, ils ont la même colère. Et aujourd'hui, ils sont adhérents de la CFDT, mais ils sont en grève reconductible. Parce que la question, c'est pas est-ce que tu as une couleur de carte orange ou rouge. La question, est-ce que tu veux te relever la tête parce qu'on t'impose un projet de merde. C'est ça. Parce que tu veux te battre pour tes conditions de travail, salariales et ta vie de demain. Parce qu'il nous reste 20 ans, 30 ans dans la tôle. C'est pour ça. On parle de ça. Tuvo toda su ternura y este espejo reflejó su cara buena. Coup de tonnerre au siège national de la Poste. Pour la première fois de son histoire, la Poste vient de perdre le marché de la distribution des plis électoraux. Adrexo vient de remporter l'appel d'offres du gouvernement pour une période de 3 ans. Cela ressemble au coup de Mediapro dans le foot. Sherwin-Williams. Vous ne connaissez sans doute pas, n'est-ce pas, Philippe? Non, je ne connaissais pas. Eh bien, c'est une entreprise, une usine de 132 travailleurs située à Nantes et qui fabrique, entre autres, de la peinture pour boîtes de conserve. Eh bien, les salariés, un jour en grève, et c'est 50 € bruts d'augmentation mensuelle, une prime de salissure, une prime de vacances regonflée, des douches rénovées et des portes importantes qui se ferment. Et des systèmes d'aspiration dans des ateliers rénovés. Bravo à eux. Comme quoi la lutte paye. On vous en parlait il y a un mois. Les ouvriers de Carambar, qui voient leur usine déménager à 8 km, devraient travailler avec 22% de salaire en moins et avec une vingtaine de travailleurs en moins. Un vrai beau coup de colère de ces travailleurs qui depuis plusieurs semaines sont en grève. Le groupe Carambar & Co, racheté en 2017 par les fonds d'investissement Euraseo, possède notamment Lutti, Crema, Michoco et Malabar. Cela se passe dans l'Aveyron et comme sur Paris, la direction locale ne trouve pas de candidats pour combler justement les postes à pourvoir, les postes vacants. On en parlait justement dans le cadre d'un reportage qu'avait fait la CGT Paris Cheminot et donc on l'a présenté sur la chaîne YouTube. Donc la CGT Cheminot de Capdenac organise ce vendredi 29 janvier un bureau d'embauche à la gare de Capdenac. Agent commercial, agent de conduite, agent de maintenance, agent de matériel et agent de circulation sont à pourvoir. L'objectif est pour la CGT d'obtenir le maximum de CV et ensuite les donner à la direction. Le Conseil des prud'hommes de Guingamp vient de rendre son jugement concernant 2 anciennes salariées licenciées suite à des inaptitudes pour maladie professionnelle. Ces 2 salariés, défendus par la CGT de Lidl, ont reçu respectivement 30 000 et 11 000 € de dédommagement pour licenciement abusif. Comme quoi les prud'hommes, ça sert. Ah oui.
à condition d'avoir les bons représentants. Tout à fait. Dans le but de réclamer des mesures concrètes en faveur de l'emploi et contre la précarité, les syndicats CGT, FSU et Solidaires appellent à une mobilisation et à une grève interprofessionnelle le jeudi 4 février, jeudi prochain. Donc, pour ce qui concerne Marseille, le rendez-vous est fixé à 10h30 sur le Vieux-Port ou, par exemple, à Troyes, c'est à 14h, place Jean Jaurès, mais des dizaines d'autres manifestations ont lieu dans toute la France et notamment à Paris. Ce sera aussi dans l'après-midi. Et nous y serons. Eh bien Philippe, on enchaîne avec la première parole de parlementaire, Marc Botenga, qui est député européen du Parti des travailleurs ou du travail belge, qui intervient au Parlement européen et qui parle de Big Pharma. Ça décoiffe. Moi, j'ai été parmi les premiers eurodéputés à voir ce contrat que vous avez conclu avec les entreprises pharmaceutiques. Et franchement, quel cirque! Téléphone confisqué, déclaration de confidentialité, toutes les informations essentielles biffées en noir. En gros, vous avez laissé l'entreprise décider ce que les députés peuvent lire. Bravo, vous avez privatisé la transparence, fallait le faire. Alors c'est hallucinant, mais donc les gouvernements sont capables d'imposer un confinement généralisé à toute la population, mais vous, devant les lobbies pharmaceutiques, vous faites la carpette. Pourtant, le vaccin, c'est pas en premier lieu grâce à eux, ce sont des fonds publics qui ont payé la recherche, le développement, qui ont payé la capacité de production, qui payeront, qui sait, en cas de vice caché. Franchement, on l'a déjà payé 3-4 fois ce vaccin, hein. Et pour Pfizer, entre-temps, ça fait quoi? Je pense 24 milliards d'entrées supplémentaires sur quelques années. Alors vous laissez quand même les multinationales faire la loi. Elles décident combien elles produisent, elles peuvent même fermer le robinet. Vous avez entendu, en décembre, Pfizer est venu en Belgique en disant qu'on aura 300 000 doses de moins. Entre-temps, en Israël, les livraisons, plein régime. Peut-être parce qu'Israël payait le double de ce que payait l'Union européenne. Parce que vous le savez, le profit pour eux est primordial. Et les pays qui ne peuvent pas payer, qui crèvent, c'est ça? Vous parlez de Covax, mais l'Europe, entre-temps, a acheté 5 fois de quoi vacciner sa population, tandis que l'Afrique du Sud a un vaccin par 3 habitants. L'Afrique du Sud qui fait face à un des pires variants du virus, rappelons-le. L'OMS, hier, l'Organisation mondiale de la santé, a parlé d'un échec catastrophique. Et le comble, c'est que pour garantir les profits de Pfizer, vous refusez, vous interdisez à l'Inde et l'Afrique du Sud de vacciner, mais aussi de produire le vaccin. Par le système des brevets, vous leur empêchez aujourd'hui de produire du vaccin pour tout le monde. Vous empêchez le vaccin de circuler, mais vous n'empêcherez pas le virus de circuler. Vous sentez l'effet boomerang venir avec ce variant sud-africain en Europe? Il faut partager le vaccin. Il faut l'enlever des mains de Big Pharma. Il faut le porter sous contrôle public. Mais vous continuez à faire la carpette devant les multinationales pharmaceutiques. Face au pouvoir des multinationales, il est temps que les gens se lèvent. Pas de profit sur la pandémie et certainement pas de ségrégation dans la vaccination. Nous abordons maintenant dans ce journal un sujet extrêmement compliqué en cette période de Covid, c'est le mal-être de nos étudiants. Avec Innocent, co-créateur de Génération Covid. Une des choses, notamment on l'a vu lors du premier confinement, une des choses que les étudiants nous répètent souvent dans les témoignages, c'est que quand je m'exprime, j'ai l'impression que les personnes plus âgées que moi ne comprennent pas ce que je vis. Presque comme si on leur disait vous êtes dans un confort que l'humanité n'a jamais connu, de quoi vous plaignez-vous? Vous avez Netflix, vous avez Amazon Prime, vous avez des vidéos, vous avez YouTube, vous avez 1001 façons de vous divertir, de quoi vous plaignez-vous? Les mesures du gouvernement ne sont pas suffisantes, je ne sais même pas s'ils ont conscience d'un quelconque problème des jeunes en général. Dans mon groupe de sport à la fac, il y a un certain nombre de camarades qui ont préféré arrêter leurs études parce qu'ils ne peuvent pas combiner les deux. Aujourd'hui, étudiants sans sacerdoce, clairement. On leur dit, faites des études, essayez de subvenir à vos besoins. Mais aujourd'hui, on a une situation exceptionnelle que sans doute on n'a jamais vue. Il n'y a pas de guerre, mais il n'y a pas de moyen de subvenir à ses besoins. Et le gouvernement n'en prend pas la mesure.
problème psychologique, c'est grammatique. Ils meurent à petit feu. Alors, le gouvernement, dernièrement, ils ont dit qu'ils allaient augmenter le nombre de psychologues dans les facs. Il n'y avait déjà pas beaucoup de psychologues. Je ne sais pas si ça va sauver beaucoup de monde de doubler cela, mais il faudrait vraiment des moyens et surtout une stratégie pérenne à long terme. Or, on a l'impression que ce sont des espèces de mesures ponctuelles qui plus est, ils ont clairement dit qu'ils vont pérenniser ça jusqu'à fin 2021 et coup d'après, comme si les étudiants ils allaient faire leurs études jusqu'en 2021 et après tout ira bien. Le gouvernement a fait 2 aides de 200 € ou 150 €, je sais plus, 2 fois. C'est ponctuel. Là, ces crises durent depuis 8 mois et ça n'arrange rien. Ce n'est pas 400 € qui va sauver les jeunes. Beaucoup d'étudiants arrivent à une acmé où ils n'arrivent plus tout simplement à manger. Et notamment, il y en a un qui m'a envoyé un message en privé où il m'a dit il mange une fois tous les 3 jours. Une fois tous les 3 jours pour économiser un peu ce qu'il a. Et ces jeunes-là, c'est la future force vive du pays. C'est ça le pire. C'est la future force vive du pays, mais on leur dit mais patientez. Tenez. Non, un jeune ne tient pas en disant patientez, tenez. Je trouve qu'ils ont déjà beaucoup tenu. Je dirais même plus. Ils sont tellement résilients que je me demande parfois quand je reçois les témoignages, pourquoi certains n'explosent pas. Ces jeunes qui ont perdu leur boulot, ces jeunes qui arrêtent leurs études, ils viennent grossir le rang des décrocheurs, des futurs chômeurs. Et là, on est en train de créer une future société pauvre. Les frais, certes, on pourra remplir notre fiche d'impôt, on pourra vous citer du Sartre, etc. Mais on sera tous pauvres. Et la plupart de ces jeunes, ils le disent, je préfère accepter un job payé aux alentours du SMIC. Au moins, j'ai le sentiment d'avoir quelque chose qui tombe tous les mois. Car ma situation actuelle n'est pas tenable. Et c'est ça qu'on dénonce. Et c'est cette prise de conscience que le gouvernement doit avoir. Et la plupart de ces jeunes, contrairement à ce que pense le gouvernement, ils ne feront pas la fête car entre les problèmes psychologiques, les dettes qui se seront accumulées et le fait qu'ils devront penser à manger, ils ne sortiront pas dans la rue en cassant tout et en faisant la fête jusqu'à pas d'heure. La plupart des jeunes sont dans leur chambre, ils ne mouftent pas, ils ne parlent pas, ils sont résilients, ils comprennent la situation, mais personne ne les comprend. On passe à la seconde parole de parlementaire avec cette fois-ci Fabien Gay, sénateur communiste de la région parisienne, qui met les points sur les i, les barres sur les t quant au positionnement de Sanofi. La première, on pourrait prendre beaucoup d'exemples d'entreprises. Il y en a une ce matin encore, Sanofi. Sanofi, c'est pour sa branche française, elle fonctionne à 80% avec l'argent public. Beaucoup de millions, de dizaines de millions d'euros mis par le CIR, notamment le crédit d'impôt recherche, pour faire de la recherche, mais surtout elle profite du remboursement de la sécurité sociale pour les médicaments. Donc c'est une entreprise privée qui fonctionne à 80% avec de l'argent public. Cette entreprise, on lui a donné beaucoup d'argent, y compris pendant la pandémie. Rappelez-vous, Emmanuel Macron a dit on va mettre de suite 200 millions d'euros sur la table parce qu'il faut relocaliser le médicament et notamment des principes actifs. Et elle a déjà annoncé à la suite de ça 2000 suppressions d'emplois. Et bien ce matin, elle redit 400 suppressions d'emplois alors que Sanofi, on a besoin de Sanofi et notamment parce qu'il y a des vaccins. Mais on attend l'ensemble des vaccins, mais notamment celui de Sanofi Pasteur qui a pris beaucoup de retard. C'est-à-dire qu'en pleine pandémie, alors que nous aurions besoin de mettre beaucoup d'argent dans la recherche, y compris parce que Sanofi a pris du retard, et qu'elle fonctionne avec de l'argent public, une entreprise privée vient de décider ce matin encore de se séparer de 400 salariés, et notamment des chercheurs. Ça, c'est un scandale. Et beaucoup de boîtes comme ça, qui fonctionnent avec de l'argent public, ont licencié pendant la crise. Et notamment parce que Bruno Le Maire avait dit « J'appelle à la modération des dividendes ». Mais 2/3 des seules entreprises du CAC 40 ont profité pendant la crise et ont versé des dividendes pour près de 37 milliards d'euros, rien que sur le premier semestre, alors que les salariés étaient au travail et étaient en train d'affronter cette crise sanitaire. Aujourd'hui, les gaziers et électriciens sont de nouveau dans la grève. Et pour nous donnons la parole à Renaud Henry de la CGT Énergie 13. On a une attaque rangée de nos employeurs, du gouvernement et de l'Union européenne, donc que ce soit des programmes Hercule, projet Clamadieu
la RE 2020 pour le secteur gaz et le licenciement, le plan de licenciement au niveau de la centrale de Gardanne avec Gazelle Énergie. Donc on est frappé de plein fouet le capital profitant de la situation, on va dire, avec le Covid-19, etc. Donc nous on est sur une lutte pour garder le service public de l'énergie, puisque c'est bien de ça dont il s'agit aujourd'hui. Derrière, forcément, si ces mesures passent, nos statuts à nous vont être fortement impactés du fait de l'éclatement des entreprises, puisqu'ils veulent saucissonner encore dans plusieurs secteurs, plusieurs entreprises, le secteur de l'énergie, sachant qu'aujourd'hui on est déjà à 150 entreprises, avec les plus grosses, c'est EDF, Enedis, GRDF, RTE et quelques autres encore. Donc aujourd'hui, voilà, aujourd'hui on se bat contre l'éclatement de tout le secteur de l'énergie, ce qui provoquerait le dernier pavé qui manque aux capitalistes pour pouvoir faire de l'argent encore un peu plus avec l'énergie, sachant qu'ils s'en font déjà énormément. Donc on est au niveau de notre lutte, on se bat pour garder un service public et pour demain aussi gagner un service public, un retour à la nation du service public de l'énergie, puisque c'est ça aujourd'hui qu'on porte comme revendication à la CGT. Puisqu'il faut savoir qu'en 20 ans, pour donner un chiffre simple les camarades, en 20 ans on a perdu 20 000 emplois dans l'énergie, d'accord ? Ce qui aurait dû à minima se traduire par des baisses de factures chez les usagers. Ce qui se traduit aujourd'hui, c'est un retrait des services publics, c'est-à-dire un retrait du service rendu aux usagers, puisqu'aujourd'hui le service rendu il est beaucoup plus dégradé qu'il y a 20 ans. Et en parallèle, 35% de hausse d'électricité pour les usagers de l'électricité et 75% de hausse de gaz pour les usagers du gaz. Donc c'est pour ça que le 28, on sera fortement mobilisé dans l'énergie. On appelle tous les secteurs qui peuvent nous soutenir à le faire, puisque c'est pas qu'une question de secteur public en elle-même, c'est pas que notre bien à nous dans le travailleur de l'énergie, c'est bien tout le monde a besoin d'énergie aujourd'hui, tout le monde a besoin d'électricité, tout le monde a besoin de gaz. Donc c'est pour sauver ce service public-là qu'on se bat, donc on appelle tout le monde à nous rejoindre le plus largement possible. On termine par le coin culture, la présentation du livre hebdomadaire. Cette semaine, François Morel. Vous connaissez François Morel, comédien, réalisateur, et il est aussi chroniqueur sur France Inter. Je n'ai encore rien dit, c'est le livre qu'il a publié l'année dernière. Chronique 2017-2019. Il est tous les vendredis matins à 9h-10 sur France Inter. Un vrai bon moment intellectuel, y compris d'éducation populaire, où il dit, avec ses mots choisis, ses 4 vérités. Voilà. On se délecte à l'écouter et à le lire. Tout à fait. C'est aux éditions de Noël. Fabien Morel, je n'ai encore rien dit. Voilà, bonne lecture. On repart sur le festival du film documentaire, sur Internet et sur notre chaîne YouTube, avec le film La Grève de Yvan Le Bolloc avec son frère. En fait, ils ont suivi les cheminots durant la grève de l'année dernière par rapport à leur statut, par rapport à leur régime, par rapport à la retraite. Un film documentaire très intéressant qui est passé malheureusement inaperçu et que nous vous présentons sur notre chaîne YouTube dans l'onglet Festival du film documentaire, en espérant que les cinémas vont rouvrir et vous présenter en présentiel notre festival. À la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. Au revoir Thierry. Au revoir Philippe.